Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon mardi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean Saint-Pierre, j'anime Côte-Nord Attitude et ce mardi midi, je suis en compagnie du journaliste de Cogeco TV ici à cette île, Tommy Auger. Bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour! Ça va? Ben oui. Des belles choses qui s'en viennent cette semaine à Cogeco TV, Tommy? Ben oui, on va parler, c'est drôle, c'est drôle, là, mais des aînés, il y a eu un genre de forum de discussion avec plein d'intervenants d'un peu la semaine partout. Dernière, Donc, le premier forum des aînés de la Côte-Nord qui avait lieu à cette île. Exactement. Donc, on parle de ça et on parle du fameux guide enfin qui sera remis là, à différents organismes en ville là, pour aider les gens à avoir une saine habitude de saines habitudes alimentaires. Un magnifique guide qui a été présenté également vers la fin de la semaine dernière. Donc, on en parlera dans notre émission Connectée cette semaine. On en a parlé hier avec la nutritionniste Diane Saunier à Côte-Nord Attitude. Aujourd'hui, on va parler des chiens. Stéphane Marchand sera avec nous dans quelques instants. Il y a une cliente de l'Ami Chien. L'Ami Chien, c'est Stéphane Marchand, qu'on connaît bien, son entreprise qui donne toutes sortes de services aux propriétaires d'animaux à cette île. Donc, il y a une cliente qui a trouvé des boulettes de steak haché empoisonnées au cyanure, la mort au rat. Ouais, c'est bizarre, donc, ça, au centre-ville de cette île. On va en parler, on va parler des lois, on va parler de l'actualité canine aussi. On parle encore beaucoup des pitbulls, pas juste à Montréal. Non, la situation, c'est partout au Québec où on réfléchit sur la situation, disons-le ainsi. Stéphane Marchand, l'Ami Chien, sera avec nous vers 12h15. Également, Jacques Gélineau, écologiste bien connu dans notre région, avec qui on va aborder différents sujets, dont cette annonce cet après-midi, on donne un peu quelques détails là sur le projet d'éolien qu'on connaît déjà. La nation Innu a choisi de réaliser ce projet-là du côté de Pentecôte. On aura quelques détails aux actualités en fin de journée aujourd'hui et sans doute demain midi. Jacques Gélineau croit quand même que sur le plan écologique, il y a des choses à vérifier, à faire attention, notamment concernant les oiseaux rapaces qui seraient menacés par les pales d'éoliennes. On va aussi parler des baleines d'automne. Il y a une personne qui avait mis en ligne une vidéo, je sais pas si tu as vu ça en fin de semaine, ça a tourné pas mal sur Facebook là. Dans le coin ça a été tourné dans le coin de Franklin. Des belles baleines, il y en avait plusieurs, 5 baleines à bosse, je pense 5 baleines, des marsouins aussi, des phoques. Donc c'est encore la saison des baleines, semble-t-il, en automne. On va en discuter. Monsieur Gélineau est un spécialiste là. Il est souvent en mer, il prend d'excellentes photos. C'est ça. Il y a peut-être des petits défauts, ce gars-là, mais comme photographe, c'est beau à voir ce qu'il prend. Et on va lui demander sa réaction aussi au nouveau là dans le dossier Ménarnaud. Il y a Michel Pelletier qui sera avec nous également. La troupe de théâtre chantée, le Masque d'Or, on le sait, elle déménage à la salle Louis-Jean Cormier cette année. On a, depuis les débuts de la salle de spectacle Jean-Marc Dion, on a toujours fait les spectacles là. On les a toujours fait en été pour le plus, notamment de la clientèle touristique. Mais là, on change complètement de formule du côté du Masque d'Or. On va quand même proposer des spectacles de grande envergure. Il y en a un qui s'en vient, le Magicien d'Oz. Michel Pelletier sera avec nous vers 12h35 pour nous en parler. Également, en fin d'émission Côte-Nord Attitude, on a une chronique assurance à vous offrir. Guy Duchesne nous livre quelques conseils de prévention bien de saison. Entre autres, se préparer pour l'hiver, pour la protection incendie. Donc, plusieurs conseils en fin d'émission Côte-Nord Attitude à notre chronique assurance. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Bonne nouvelle de dernière minute, le Centre intégré de santé de services sociaux de la Côte-Nord enquête sur des irrégularités au Centre d'action bénévole de cette île. Des employés du CIS réalisent actuellement des vérifications sur place aujourd'hui avec un vérificateur comptable indépendant. Le CAB de cette île reçoit 151 800 $ annuellement en subvention du gouvernement du Québec via le CIS Côte-Nord dans le cadre du programme de soutien
aux organismes communautaires, principalement pour les services de popote roulante, l'accompagnement des personnes fragiles pour les visites médicales, les visites d'amitié aux aînés qui vivent seuls et la promotion de l'action bénévole. Pour l'instant, aucune interruption des services du Centre d'action bénévole de Sept-Îles n'est prévue. L'ancien maire de Saint-Augustin en Basse-Côte-Nord, Glenn McKinnon, a reçu la semaine dernière une amende et un reproche de la Commission municipale du Québec pour manquement à l'éthique. La commission lui reproche d'avoir pris part en juillet 2014 à une réunion qui discutait du remboursement d'un solde pour la vente d'un immeuble acquis par la municipalité et vendu par Glenn McKinnon. Ce dernier doit rembourser une journée de salaire. La Commission municipale du Québec a par contre jugé que la conduite de Glenn McKinnon s'est faite dans le respect du code d'éthique de la municipalité de Saint-Augustin lorsqu'il a vendu en octobre 2013 le terrain et l'immeuble au montant de 990 500 $. L'évaluation municipale était de 497 600 $, ce qui a entraîné une demande d'enquête du ministère québécois des Affaires municipales. Le propriétaire a fourni un rapport d'évaluation complet et la commission a entendu 2 experts évaluateurs agréés concernant l'écart. Après avoir écouté 9 témoins lors d'audiences à Montréal et Sept-Îles, les juges administratifs remarquent que Glenn McKinnon et son épouse n'ont pas participé aux délibérations et aux votes lors des décisions concernant les transactions avec ces sociétés. Il a été élu conseiller municipal en décembre 2010, puis maire en novembre 2013. La nouvelle d'une économie de 82 millions de dollars arrive à un bon moment pour Mines Arnaud, selon la porte-parole de l'entreprise Catherine Jourdain. Investissement Québec poursuit le démarchage pour trouver un partenaire opérateur de la mine du canton Arnaud. La nouvelle réalité avec la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire, qui est maintenant propriétaire des anciennes installations de Cliff Mine Wabush, contribue donc cette nouvelle réalité à la rentabilité du projet, une meilleure rentabilité du projet de mine d'apatite à Sept-Îles, un investissement dans Mines Arnaud avec le gouvernement du Québec et Yara International devient plus intéressant pour le 3e partenaire recherché, selon Catherine Jourdain. Nous, on a réussi à amoindrir les coûts de construction. On est capable de réutiliser des installations. Quand je pense à 6 silos qu'on va pouvoir réutiliser, il y avait un quai aussi à l'origine que Mines Arnaud devait construire. Ce sont des installations qui représentent des sommes importantes. De pouvoir dire qu'on a revu les coûts à la baisse, c'est intéressant pour des investisseurs. La recherche d'un partenaire financier reste confidentielle. Mines Arnaud a en main toutes les autorisations environnementales pour aller de l'avant. L'entreprise s'engage à tenir la population informée sur les projets à venir si le projet va de l'avant. Pétrolia entreprend des poursuites contre le gouvernement du Québec. La compagnie ajoute de la pression sur Philippe Couillard pour pouvoir lancer les travaux préparatoires au forage sur l'île d'Anticosti. Pétrolia a déposé hier en Cour supérieure une requête qui s'adresse au ministre de l'Environnement. L'entreprise a demandé en août une modification de son certificat d'autorisation. Québec tarde à répondre. Pétrolia souhaite effectuer cet automne des travaux préparatoires pour réaliser des forages en 2017 afin de déterminer le potentiel du pétrole de schiste d'Anticosti. Et puis, l'horaire d'hiver a commencé hier pour la traverse Matane-Côte-Nord. Il n'y a plus qu'une traversée par jour entre les 2 rives du Saint-Laurent. Les mardis, jeudis, samedis et dimanches, la Société des traversiers du Québec maintient 2 traversées les lundis, mercredis et vendredis. L'horaire d'hiver est en vigueur du 1er novembre jusqu'au 31 mars 2017. Le navire F.A. Gauthier a enregistré une hausse de 17% des passagers au cours de la dernière année comparativement à l'année précédente. Voilà, ça complète ces actualités régionales. On s'entretient avec Stéphane Marchand-Lamichien dans quelques instants. Attitude. Écoute, je vais faire ça vite, ça va prendre juste 30 secondes. Attends, penses-tu que c'est sécuritaire? Je l'ai toujours fait de cette façon-là, puis il n'est jamais rien arrivé. Ouais, mais on pourrait pas s'y prendre d'une autre façon. Arrête, là, on prendra pas toute la journée, on n'aura plus le temps de travailler. Je regrette, là, mais je me sens pas à l'aise avec ta façon de travailler. Penses-tu qu'on pourrait faire mieux? Les raisons pour ne pas assurer sa sécurité, on les a tous déjà entendues. Soyez différents. Ayez le courage de passer à l'action.
Un message de l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur minier. Qu'on le veuille ou non, l'hiver va finir par arriver. Le 94.1 Pur FM et le docteur du pare-brise veulent s'assurer que votre hiver se déroule confortablement. Terminez les voitures froides. On vous offre la chance de remporter un démarreur à distance. Pour devenir finaliste, repérez l'indice sonore qui se glissera dans les différentes émissions de Pur FM. Quand vous l'entendez, téléphonez au 88 962 7088. L'animateur prendra les inscriptions le temps d'une chanson. Le tirage aura lieu le vendredi 11 novembre dans Y'a des matins. Bonne chance! Saviez-vous qu'en plus de donner mauvaise haleine, les maladies des gencives peuvent causer des dommages importants? Lorsqu'elles ne sont pas diagnostiquées et traitées à temps, les maladies des gencives provoquent une destruction graduelle du support de la dent à l'intérieur de la mâchoire. C'est d'ailleurs la principale cause de la perte des dents chez les adultes. Un diagnostic précoce peut faire toute la différence. Pour en savoir plus, visitez mabouchesensanté.com, le portail de l'Ordre des dentistes du Québec. Encore des nouveaux souliers? 50% de rabais sur la boutique Attraction. Nouvelle robe aussi? 50% de rabais sur la boutique Attraction. Bref, juste à t'inviter à souper, hein? Où ça? Laisse-moi le temps d'aller choisir sur la boutique Attraction. Chérie, lève-toi. Faut aller pelleter. Il a neigé pas mal hier. Ah, la boutique Attraction. Non, tu me dis pas. Oui, madame. Resto cadeau sorti, toujours à moitié prix. Boutiqueattraction.com. De Nashville à la Côte-Nord. Je vous invite à être du rendez-vous ce samedi 17h pour De Nashville à la Côte-Nord. Vos salutations et demandes spéciales. Soyez-y samedi 17h à 21h. Pur FM 94. Besoin d'aller à l'extérieur, mais pas de permis de conduire. Sur le pouce. Pas de voiture. Sur le pouce. Vous allez à l'extérieur, mais vous ne voulez pas faire la route tout seul. Sur le pouce. Vous cherchez un service gratuit et efficace. Sur le pouce. Sur le pouce. 962-3838. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94. On va faire un petit changement de programme ce midi. Tommy, on va inverser 2 entrevues prévues. Notre ami l'ami chien est dans le trafic. Pris dans le trafic dans le coin du Parc Ferland, hein, ça fait rager plusieurs personnes, disons. Et là, il y a Monsieur Jacques Gélineau qui est au bout du fil, l'écologiste bien connu, a entendu mon introduction. J'ai dit qu'il y avait des petits défauts. Ça doit être. En tout cas, c'est pas celle de prendre des bonnes photos. Ça, c'est clair. Bonjour, Jacques. Bonjour, il voulait parler sûrement de qualité. Ouais, c'est ça. Ou de ta défense, parfois, passionné des dossiers écologiques sur la Côte-Nord. D'être passionné, c'est pas vraiment un défaut, c'est mon erreur. OK, il n'y a pas de doute que je suis passionné, ça c'est un fait. Jacques, on va y aller d'abord sur les baleines. Là, cette vidéo enregistrée à Franklin cette fin de semaine, une dame de la région là qui a mis ça en ligne. Quand même, ça a tourné pas mal. Moi, j'étais un petit peu surpris de voir autant de baleines encore. On est rendu au début novembre. Toi, tu parcours beaucoup le Saint-Laurent. Les baleines en automne, c'est encore normal, hein? C'est même très normal, les baleines en automne, parce que il se produit un deuxième phénomène en automne qui est un bloom phytoplanctonique qui est relié au changement des alizés et au refroidissement aussi de la colonne d'eau, et ça provoque une floraison automnale moins importante que celle de printemps, mais qui est à l'origine, d'après ça, de l'effervescence biologique qu'on retrouve dans le Golfe. Donc, les baleines en profitent. C'est les glaces qui sont le facteur limitant des baleines, et naturellement, la période d'insolation, là. Oui. Même les grandes baleines bleues, finalement, il y a seulement quand l'eau froide, ça les dérange pas. C'est quand les glaces arrivent, là, on peut plus se déplacer ben. Oui, quoique lorsqu'il y a des polynies, des espèces de trous d'eau entre les différentes glaces, que les glaces sont pas nécessairement très opaques, là, qu'on retrouve des éclaircies d'eau libre, les baleines sont encore présentes. Hein. On a fait un relèvement en 1997 avec des images vidéo prises à partir d'hélicoptères, et ça a permis de faire 2 reportages que les gens connaissent, là, le mystère de la baleine bleue et les baleines du Saint-Laurent de Jean Lemire. Oui. Donc ça, c'est une observation qui avait été faite ici à cette île. OK. Puis, dis-moi, les belugas, est-ce qu'on le sait? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils mangent en hiver? Ils s'en vont où, nos belugas du Saint-Laurent, pendant la saison plus froide, des glaces puis tout ça? Ben, on pense qu'ils s'éloignent vers le golfe Saint-Laurent, dans les eaux libres. C'est généralement des animaux qui respirent. Donc, on sait qu'avec les vents de nord,
les packages de glace ont tendance à se concentrer surtout sur la rive sud. Donc, doivent s'éloigner pour être capables, naturellement, de survivre. Hein? Là, de là à dire où ils vont exactement, on sait qu'on a fait des observations assez loin dans le golfe, mais moi, je suis pas à même de vous dire exactement, je suis pas sûr même qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait, là. Jacques, on envoyait beaucoup des baleines ensemble dans le coin de Franklin. Est-ce que les baleines sont plus, comment je pourrais dire, aptes à se regrouper et à venir plus près, comme les bateaux, les excursions sortent moins à ce temps-ci de l'année parce qu'il fait très froid pour nous plus que pour eux? Les baleines viennent ici principalement pour s'alimenter et il y a des interactions sociales. Quand on a vu les deux baleines, là, Franklin, sauter à Tour de Rose, c'est des interactions sociales qu'ils ont entre eux, mais ils viennent principalement s'alimenter ici parce que lorsqu'ils vont quitter pour, après ça, s'en aller dans les aires d'hivernage, plus au sud, dans les Caraïbes, pour les baleines à bosse, alors là, ils vont sûrement jeûner parce que ce sont des eaux qui sont relativement aseptisées au niveau biologique. Mais les humains les dérangent moins l'automne que l'été, là. Nous autres, on peut pas penser, mis à part Tadoussac, qu'il y a des grandes concentrations de flottes de bateaux qui courent après les baleines. Là, ce sont des régions relativement sauvages ici. Okay. Donc, on peut dire qu'ils ont la paix ici. Là, ils peuvent s'alimenter en toute quiétude. Et je pense que de plus en plus, avec les observations qui sont faites là au niveau des mêmes fonds marins, avec les petites embarcations, on a une législation qui fait en sorte ici ils doivent être en partie protégés par cette législation-là. C'est sûr qu'il y a toujours des à côté, là, des gens qui transgressent les règles, là, mais c'est peut-être pas nécessairement par mauvaise volonté. Mais on peut penser ici que dans le golfe Saint-Laurent puis dans l'estuaire maritime, c'est une bonne place pour les mammifères marins pour être à l'abri, notamment de la chasse, parce qu'on vient de voir avec le Japon ce qui s'est produit la semaine dernière, là. Donc, on peut profiter en même temps d'une certaine économie à les observer. Donc, c'est une bonne place pour les protéger ici dans le Golfe. Ouais. Jacques Gélineau, vous êtes toujours porte-parole de la Société pour vaincre la pollution et de la Fondation Rivière pour la Côte-Nord. Il y a un projet d'éolien là qui va être plus défini cet après-midi par la nation Innu qui va se faire dans le coin de Rivière-Pentecôte. Des éoliennes sur la Côte-Nord, ce sera une première. Du côté écologique, c'est un projet qui est très acceptable, intéressant. Du côté écologique, globalement, si on parle strictement des éoliennes, c'est probablement une des très bonnes énergies qui est la moins grande émettrice de gaz à effet de serre. Par contre, est-ce que ce parc éolien-là, c'est un bon projet? Pour l'instant, il reste beaucoup de choses à déterminer. Moi, j'en doute. J'en doute pour deux raisons. Il y a la raison écologique. On sait que le système de gestion des données ornithologiques là, qui a été fait par l'EPOC, ce qu'on appelle l'EPOC, le formulaire EPOC, l'Union québécoise de la conservation de la nature a dressé une carte des migrations des rapaces en général là, durant la période automnale. Et il y a 4 couloirs qui proviennent du nord, descendent vers le sud. Il y en a un notamment dans la région de Sept-Îles, entre Sept-Îles et Bonquartier. Et tous ces oiseaux-là, après ça, vont transiter le long des rives du golfe Saint-Laurent sur à peu près 20 à 25 kilomètres. Donc, ce parc éolien-là se situe en plein dans la zone de migration de ces rapaces-là. Puis ces rapaces-là, habituellement, ils suivent les proies. Donc, on peut penser qu'il n'y a pas juste les rapaces qui passent par ces couloirs de migration. Et je pense qu'il reste beaucoup à faire, à déterminer avant de dire que ce parc éolien-là est acceptable au niveau environnemental. Au niveau gaz à effet de serre, c'est peut-être une bonne nouvelle parce que premièrement, est-ce que ça peut empêcher Hydro-Québec de faire des grands barrages? Ça m'étonnerait, parce que Hydro-Québec vient encore une fois d'annoncer qu'il veut faire... un autre grand projet, oui, après 2020. C'est ça. Fait que là, on se retrouve avec des surplus énergétiques considérables. Et là, si on parle strictement de la donnée économique, quand on sait que ces parcs éoliens-là, ils s'accompagnent souvent avec des contrats à long terme signés très au-dessus du coût de production d'Hydro-Québec, en réalité, ou plutôt les ventes d'Hydro-Québec, on peut penser qu'on va, tous et chacun, on va être obligé de mettre la main dans nos poches pour être capable de soutenir ces contrats-là. Parce que les parcs éoliens, ce sont des énergies qui tournent alentour entre 10 et 12 cents du kilowatt. Là.
Or, on sait que les surplus énergétiques tournent alentour de 40 TWh année, donc le dégel du bloc patrimonial, ça a déjà fait mal à la plupart des familles, mais si on continue à signer des contrats de gestion à long terme avec des parcs éoliens qui, pour l'instant, sont pas vraiment nécessaire parce que, comme on le disait, on est en surplus énergétique. Et puis, on voit poindre aussi quantité d'énergie nouvelles qui sont en train de faire leurs apparitions, notamment aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Alors, on peut penser que, pour l'instant, c'est pas nécessairement une bonne idée, là. Un autre dossier, Jacques, en terminant, là, il y a eu des nouvelles concernant Ménarneau. Le milieu économique va trouver que c'est une nouvelle positive. Le projet coûterait 82 millions de dollars de moins. Si on a un partenaire pour Ménarneau, à ton avis, il faudrait encore des explications. Le projet, là, on en avait entendu toutes sortes des inquiétudes il y a quelques années à peine dans le projet Ménarneau. Pour les écologistes, là, les organismes que tu représentes, est-ce que il y aurait lieu d'avoir une autre étape concernant le projet Ménarneau? Non, il y aurait lieu plutôt d'avoir d'autres formes d'énergie, d'autres formes de projets. En ce moment, on est en mutation. Le Québec est en mutation, puis l'ensemble du monde civilisé doit changer de cap tant qu'à l'exploitation de ses ressources. Et on sait que le Québec est très, très bien placé actuellement pour opérer cette permutation-là. Il y a un projet ici de biocarburant à partir de résidus forestiers qu'il y aura bientôt. Ouais, mais Ménarneau, c'est un projet de mine d'apatite, là. Non, mais écoutez, l'apatite, là, c'est premièrement, ça sert à une chose, c'est entretenir des systèmes d'agriculture à grande échelle qui sont non souhaitables. C'est l'agriculture de proximité qui est en train d'émerger présentement et surtout du niveau du biologique. Alors ça sert plutôt à soutenir de la monoculture industrielle qui est un très, très grand émetteur de gaz à effet de serre. Et l'autre chose que les gens semblent oublier, c'est que la fameuse apatite comme telle, là, ça sert aussi à faire le phosphore, ça sert à faire aussi des usines d'armement. On sait que Yaros produit aussi des produits pour l'armement. Et je pense que ça, les gens ont oublié de parler de ça, là. On ne sait pas ce qui va arriver avec l'apatite comme telle. Mais moi, si vous me parlez de ce type d'exploitation présentement, avec le surplus qu'il y a encore une fois dans le monde, parce que d'autres mines se sont développées ailleurs, c'est peut-être un éléphant blanc que les contribuables va falloir qu'ils soutiennent financièrement, au même titre qu'on parlait tantôt des surplus énergétiques. Alors, moi, je pense que détruire le tissu social aussi, parce que quand ce projet-là va commencer à démarrer, je vous le dis, là, vous demanderez aux gens de Malartic qu'est-ce qui se passe en ce moment dans leur ville. Je suis pas sûr que les gens vont en plaisir dans les mains. Et puis, les retombées, on sait que dans un avenir plus ou moins rapproché, les mines vont s'automatiser. Ceux qui le font pas vont disparaître. Or, quel va être le niveau d'employabilité dans 20 ans? On sait que ça va fermer dans 20 ans, mais d'ici 20 ans, moi, j'ai beaucoup de questions encore et je remets aussi de l'avant ce que je disais au départ, c'est qu'on n'a pas fait d'études dans la baie de Sept-Îles au niveau marin. L'Agence canadienne en environnement, tant qu'à moi, n'a pas fait ses devoirs et c'est un dossier qui est hautement politisé, ça. Oui, toi, t'es opposé depuis le début. On comprend très bien que tu vas rester opposé jusqu'à la fin à Ménarneau. Jacques Gélineau, un gros merci d'avoir pris du temps avec nous ce midi là pour parler à la radio de différents dossiers écologiques comme ça. Ça m'a fait plaisir, mais juste avant de quitter, je tiens à souligner le fait qu'il y a beaucoup de projets qu'on peut faire autrement, qui relanceraient l'économie régionale, qui feraient en sorte qu'on embarquerait dans le 21e siècle. Merci pour vos commentaires. Ça Bonne me fait journée. plaisir. Au revoir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Ici Guy Jodoin. Je vous dis qu'avec tout ce qui se passe chez Super C en ce moment, c'est payant, s'il vous plaît, de faire zéro compromis. Venez en profiter. Avec les tonnes de rabais de cette semaine, vous allez économiser, puis pas à peu près. C'est la vente jusqu'à 50% chez Super C. Jusqu'au 2 novembre, les poitrines de poulet frais désossées, format économique, sont à 3,77 la livre. Et les carottes, betteraves et oignons jaunes en sac de 5 livres sont à 4 pour 5 $. Qu'est-ce que je vous disais? Super C, c'est toujours frais, toujours en stock, toujours à bas prix. Garantie. Des conditions s'appliquent, voir superc.ca. Hey! As-tu fait une folle de toi? Non, pas encore, mais ça s'en vient. Après mon verre de trop, là, je vais traiter ma chum de tout et non, puis ensuite, je vais tomber sans connaissance devant tout le monde. Et toi? Ah, moi aussi, ça s'en vient. Hey, encore une coupe de verre, puis ça va être bon. Mais j'hésite entre me battre et insulter tout le monde au bar. Oh, pas pire. Ouais. As-tu pensé à vomir partout? Hey!
Tu me connais, je garde toujours le meilleur pour la fin. Ah! Si vous voulez vous faire remarquer pour les bonnes raisons, Éducalcool vous rappelle que la modération a bien meilleur goût. Côte-Nord. OK. Pur FM 94.1. Tommy, on va parler. Notre ami chien est ici, là, Stéphane Marchand. Je pense que c'est les difficultés du côté du parc Ferland, hein, la circulation, ça va assez mal depuis quelques jours. Non, je suis pas habitué du trafic de cette île. Il y a des gens qui nous ont appelé qu'il y avait comme 250 chars bumper à bumper là à l'entrée de la ville du côté du parc Ferland. 35 minutes pour faire de l'hôtel voyageur au séjour. Donc on n'est pas habitué avec ce type de trafic là à cette île. Mais on ne parlera pas de trafic, on va parler d'une nouvelle qu'on a vue, nous, passer rapidement là, sur Facebook ce matin, mais je pense qu'il va faire jaser beaucoup dans les prochains temps. C'est toi, Stéphane, qui a été interpellé par une de tes clientes. Elle a trouvé sur son terrain, a priori, des boulettes de viande, ça peut paraître assez inoffensif, mais c'était la conteneur de ces boulettes qui était un peu particulière. Oui, mais en fait, ça peut être inoffensif, mais moi, je trouvais des boulettes de viande sur mon terrain. C'est certain que je vais poser des questions. En fait, pas un hamburger avec. Elle a fait le bon geste. Un, elle les a retirés. Évidemment, elle n'a pas laissé ses chiens les prendre. Puis deux, elle les a apportés à la clinique vétérinaire où le vétérinaire a fait une analyse et puis c'est du poison à rat, c'est du cyanure qui était mélangé avec du steak haché. Donc ça, on n'a pas 56 questions à se poser. Les chiens de cette dame étaient visés. On tentait de faire manger ces boulettes-là par les chiens et éventuellement les empoisonner. Oui, puis en fait, on comprend aussi, elle a des tout petits chiens. On parle à peu près 10-15 livres, fait que ça prend pas une grande quantité de cyanure avant de causer des dommages. Puis on n'est pas sûr non plus de détecter. Hein, le chien peut manger, on le verra pas, puis d'un coup on voit des symptômes arriver, il va pas bien. Bon, il fait le pas aujourd'hui, mais cyanure, c'est un anticoagulant qui est mortel, là, ça tue. C'est ça. C'est assez puissant là, comme poison. Oui. Dans quel secteur là, pour les gens qui se disent hey, mon Dieu, je veux savoir c'est où. C'est dans quel secteur ça? C'est dans le coin de la rue Saint-Olaf. Donc dans Sainte-Famille. Dans Sainte-Famille. En plein centre-ville de cette île. Ouais. Mais ceci dit, ça c'est un cas parce que moi j'ai vu d'autres passer. Comme on disait hors d'onde, j'en ai 6 autres clients qui m'ont contacté et dit moi depuis 4 ans, il est arrivé telle chose. Puis la plupart du temps, ils me disent je veux pas faire plus de cas, je vais retirer la chose. Ou il y en a une qui me dit il y avait des morceaux de verre dans une boulette de steak haché, je l'ai jeté. Mais ça, c'est quand même... Il faut comprendre que maintenant, là, le chien est un être vivant. Depuis 2015, c'est un crime de tenter de blesser, de torturer ou de tuer un animal. C'est là-dessus que je voulais venir, parce qu'il y a des incidences légales de faire un type de geste comme ça. Absolument. Là. Vous devez absolument contacter la SQ et leur dire, écoutez, j'ai trouvé ça sur mon terrain. Ils vont faire enquête. Là, ils sont présentement en train de faire enquête pour le cas qu'on a eu ce matin, la dame en question. Mais c'est important de ne pas banaliser la chose parce que c'est pas juste vos chiens, hein. C'est les chiens de tout le monde à cette île. Ça aurait pu être ramassé par un chien qui marchait comme ça avec son propriétaire. Oui, absolument. OK. C'est un bon débat quand même. L'actualité canine et depuis quelques mois, là, il y en a beaucoup de sujets d'actualité. C'est beaucoup la question des pitbulls qui a été au cœur de ça, là. Ouais. Stéphane, ton opinion à toi, là, bon voisinage, là, un gars qui est un petit peu peureux avec les chiens qui sont gros. C'est sûr que des chiens dans nos cours, des fois c'est clôturé où il y a des haies, puis on les laisse sans laisse, puis tout ça. Il y a des règlements là-dessus aussi. Ça serait quoi la bonne pratique? C'est de se parler entre voisins, quoi? Oui, mais en fait, ça se dit, ton chien m'intimide un peu. J'aime pas ça quand je le vois lousse dans ta cour. Oui, puis de toute façon, le règlement dit qu'on n'a pas le droit d'avoir un chien lousse s'il n'est pas gardé par une clôture. S'il est gardé par une clôture, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la règle. Oui, c'est la règle. Si vous êtes à l'extérieur de votre terrain, votre chien doit être tenu en laisse. Mais moi, ce que je préconise beaucoup, c'est faites connaissance. Ouais, c'est ça. C'est fou comme ça. Avec le chien. Oui, absolument. Ça règle beaucoup d'inconfort. Puis je le dis tout le temps à mes clients, ou des gens qui arrivent nouvellement à cette île, puis ils disent je viens d'arriver, y a-t-il des formations pour les chiens? Puis je leur dis est-ce que vous avez rencontré vos voisins? Non, pas encore. Mais allez vous présenter puis demandez-leur, dites-leur, moi j'ai un chien. Si vous êtes d'accord. Pas tes clients qui ont des chiens imposants, là, d'une stature qui peut intimider des enfants, tu leur recommandes d'aller parler à leurs voisins. Oui, puis même pas nécessairement d'une stature imposante. Même un chihuahua, ouais. Ah oui, absolument, un chihuahua aussi. Un chihuahua, ça a pas peut-être le côté intimidant, mais ça peut être légèrement excessif. Oui, c'est ça. Alors que quand le chien connaît les personnes qui vivent autour de lui, il se met pas à japper de façon excessive. C'est vrai que ça vient tannant. J'ai connu des petits caniches blancs, moi, qui jappent tout le temps, là. Les petits caniches blancs aussi sont fatigants, mais ils ont pas de l'air dangereux, mais ils sont fatigants. Toutes les races jappent. Faut s'entendre.
Tu me feras pas dire qu'une race a plus qu'une autre. Mais quand on présente nos chiens aux voisins, ce qu'on fait, c'est qu'on fait connaissance et le chien, après ça, il associe le voisin avec « Ah, quand j'ai rencontré la première fois, j'ai eu des gâteries, c'est un bon voisin. » Puis il y aura pas de jappement excessif, il y aura pas de menace. Fait qu'il faut prendre le temps de faire connaissance avec les chiens des voisins. C'est vraiment préventif. Et là, on en vient à des solutions qui sont, à des moyens qui sont très extrêmes, là, avec de tenter d'empoisonner des chiens. Déjà, souvent, quand les communications avec les voisins sont plus difficiles, on veut pas en venir là. Est-ce qu'il y a d'autres moyens entre les deux, la communication n'a pas fonctionné, et là, de tenter d'empoisonner? Il me semble qu'il y a une zone entre les deux. Là. Absolument. Je veux dire, c'est un geste extrémiste, comme tu as dit, puis c'est un geste criminel, hein. Ouais. C'est un geste criminel, et on peut pas avoir des mots, là. Tuer un chien, c'est pas banal. Puis tout le monde aime son chien. Tout le monde veut protéger son chien. Moi, j'ai un exemple la semaine passée dans le même secteur d'une cliente que je connais depuis quelques années puis qui me dit « Écoute, ça va pas bien avec mon voisin. Ça fait 2 fois qu'il me menace parce qu'il dit que mon chien jappe pour rien. » Elle dit « J'ai beau lui essayer de lui expliquer, il veut rien savoir. Est-ce que tu serais d'accord de le rencontrer? » Je l'ai rencontré, puis écoute, ça a pris 1 heure. Mm-hmm. On a présenté les enfants aux chiens, puis on s'est rendu compte que les chiens, quand ils jappaient, c'était pas des menaces. Ils veulent jouer, exactement. La queue était haute, était battante. Le chien faisait des postures d'invitation à jouer. Quand on connaît pas trop la communication canine, on peut dire qu'est-ce qu'il veut dire. Mm-hmm. Puis là, on les met en présence des enfants, puis là, les parents font « Ah, c'est tout! » Mais oui, c'est tout. Fait qu'à cette heure, ils se voient 15 minutes par jour, tous les jours, puis tout va bien. J'aimerais revenir sur parce que faut le dire, ce dossier-là qu'on parle aujourd'hui de la tentative d'empoisonnement, ce n'est pas des pitbulls, donc on est dans un tout autre dossier. Des bostons terriens, c'est pas parent, ça, avec le pitbull? C'est pas des chiens? Ça lui ressemble, ça ressemble? En fait, on sait même pas c'est quoi qui constitue un pitbull, là. Fait que ça donne rien d'essayer de deviner. On peut dire que un Boston Terrier, physiquement, ça ressemble à un petit pitbull, mais ça demeure un chien de 20 livres. Ouais, la puissance de mâchoire est très limitée. Puis on parle pas de chiens qui ont mordu, là. Mais les terriers aussi est une autre gamme il y en a beaucoup, là, des schnauzers, c'est des terriers, il y a plusieurs types de chiens terriers. Donc, d'essayer de classer les chiens, là, c'est très complexe, surtout avec les mélanges maintenant, c'est très difficile. En fait, ce qu'il faut pas faire, c'est associer un comportement, un tempérament à une race. Ça, faut pas faire ça, ça fonctionne pas. Mais la ville le fait un peu, là, le règlement de la ville, on en a déjà parlé, mais à ton avis, ça serait à changer. C'est les règlements en vigueur, là. On parle dans le cadre des lois actuelles, il y a un règlement à la ville de cette île qui interdit certaines races de chiens. Démontrer son inefficacité partout dans le monde. J'ai le maire Jean Porlier m'a invité il y a quelques semaines, on a jasé pendant 1h30 là-dessus. Ce que je comprends, c'est que lui, c'est pas une question de protéger les gens, c'est une question de répondre aux gens qui disent avoir peur de tel type de chien. Qui mordent ou pas, c'est secondaire. Parce que quand on lui demande est-ce que vous avez des statistiques sur les morsures faites par des pitbulls à cette île, la réponse est non, on n'en a pas. Mais pourquoi bannir une race dont on connaît aucune donnée par rapport aux morsures? Et où on en est dans le dossier des gens qui avaient reçu un avis pour se débarrasser de leur chien, là, l'avis est terminé, où on en est, là? Est-ce que tu ceux que je connais, oui, le 60 jours, c'est un préavis de 60 jours, il est terminé déjà depuis belle lurette. Ce que j'ai entendu de la part de M. Porlier, exactement la même chose. Il dit, écoute, on veut pas courir après ce genre-là, on va pas ajouter. Parce que techniquement, légalement, il pourrait ajouter une amende de 140$ par jour, tous les jours. Mais il dit, là, on s'en va en cours, parce que le couple Pierre-Anne Connelly et... mon Dieu, j'ai échappé son nom. S'en vont en cours pour leur pitbull. Moi, je les appuie à 100 000$. Donc là, c'est judiciarisé. Oui, c'est judiciarisé. Fait que là, je pense que la ville va probablement dire, on va entendre la réponse du juge là-dessus, puis on verra comment on réagit à ça. Donc, on répète, là, les gens qui auraient vu ou été témoins de choses, que ce soit aujourd'hui ou avant ou plus tard sur des boulettes ou des tentatives d'empoisonnement, signalez-le à la SQ. C'est des gestes criminels. Pour toute autre question, j'imagine on peut te rejoindre par Facebook. Hein? Oui, pour le comportement. Mais moi, j'ajouterais, si vous trouvez que votre animal se comporte différemment, a pas l'air de filer, a la diarrhée, vomi, du sang, entre autres, allez-y voir un vétérinaire, parce que si c'est un poison, l'effet peut être quand même assez rapide. Donc, ça se peut que ce soit pas ça, mais moi, je prendrais pas de chance. J'allais voir un vétérinaire si vous voyez votre animal là semble anormalement malade. Soyez prudents avec vos animaux. Et l'actualité canine n'étant pas terminée, on aura sûrement l'occasion de réinviter Stéphane Marchand, l'ami chien, au cours des prochaines semaines à notre émission Côte-Nord. Polémique. Un gros merci Stéphane pour ta présence ce midi à l'émission, puis on te laisse retourner dans le trafic. Merci. Attitude. Le service des plaques porte-clés des amputés de guerre, c'est gratuit et ça fonctionne. Chaque année, nous retournons plus de 14 000 trousseaux de clés perdus à leurs propriétaires. Commandez vos plaques porte-clés à amputédeguerre.ca et suivez-nous sur Facebook. Si je te demandais si t'as déjà été touché par le suicide d'un proche, probablement, comme bien des Québécois, tu lèverais la main. Probablement que tu te dirais que
Tu ne veux plus jamais perdre quelqu'un que tu aimes par suicide. Cette main levée, on peut la joindre avec tous ceux pour qui le suicide ne doit plus être une solution. Nous sommes des milliers, des dizaines de milliers, à penser de la même façon. Ajouter ma voix, c'est un projet de l'Association québécoise de prévention du suicide qui veut réunir tous ceux qui, comme nous, n'en veulent plus de suicide. Viens sur ajoutermavoix.com, signe la déclaration. Parce qu'ensemble, tout est possible. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. On va parler du Masque d'Or, Tommy. On t'entendait pas parler, là. Non, je sais, mais on n'a pas beaucoup de temps pour jaser hors d'onde, là. Tu nous rentres tout de suite. Ben, c'est ça la vie. Regarde, on est avec Michel Pelletier du Masque d'Or, puis tout ce qu'il y a à dire, on va le dire sur les ondes publiques. Bonjour, Michel. Bonjour. Hey, des gros changements quand même, là. C'est votre année de changement au Masque d'Or. On vous a pas vu cet été, en juillet, comme par le passé. Pour la première année, il y avait pas de grands spectacles, là, à la salle avec des artistes locaux. C'est qu'on délaisse la salle, on s'en va maintenant du côté de la salle Louis-Jean Cormier. Michel, ça veut pas dire qu'il y aura pas encore des bons shows puis des grands spectacles du Masque d'Or. Tout à fait. En fait, c'est pas qu'on veut délaisser la salle, mais il faut comprendre que il y a des spectacles professionnels qui se font. Puis quand on arrive en production, il y a quand même tous les grands shows qu'on fait, que ce soit nous ou que ce soit d'autres qui viennent, qui vont faire des tournées, par exemple. Ben, il faut faire la pré-prod. Et la pré-prod, ben, ça prend des locaux pour ça. Mais nous, on n'en a pas pour faire l'installation des lumières et faire les intensités d'éclairage et tout ça, ça prend du temps. Alors, quand on voit un spectacle ici, qu'on serait capable de jouer pendant 1 an, si on voudrait, un coup qui est installé, là. Ouais. Hein, c'est comme à n'importe quelle grande salle dans la province ou ailleurs. Alors, ça prend au moins, ici, au moins 5-6 jours de préparation avant. Donc, ce qui veut dire que tu viens de geler presque une semaine de représentation en salle. Donc, il n'y a rien qui se passe au niveau public, là. Après ça, ben, tu as tes générales, pré-générales, puis tu fais tes shows. Puis, autrefois, à l'été, ben on prenait le mois au complet. Et quand on a fait ça en 1997, le premier été, alors que les gens disaient c'est pas possible, ça marchera pas, il y a eu 5400 spectateurs qui sont venus voir les productions du Masque d'Or. On a rajouté des supplémentaires. On a fait 11 représentations, guichets fermés les dernières. Ça se battait quasiment pour avoir des billets. Tout ça. Mais on n'a plus cet engouement-là pour l'été. Il y a comme il y a un peu partout même. C'est pas juste ici, là, c'est partout ailleurs, là. Donc, et puis aussi, les coûts augmentent, qu'on le veuille ou non, pour faire la prod. Donc, devant ces faits-là et tout ça, ben, on a décidé de changer de calendrier. Alors, on avait demandé, nous, d'avoir, évidemment, la fin du mois de novembre, ce qui devait être fait, toutefois en cours de route, mais il y a eu des spectacles professionnels qui se sont présentés. Puis on nous a demandé si on pouvait se tasser un petit peu. Mais là, en se tassant un petit peu, on arrivait quasiment vers Noël. Et là, aussi, on a une école à travers ça qui eux-mêmes produisent des spectacles. Dans la programmation automne pour la salle, on comprend que c'est plus compliqué, là. Des périodes de 15 jours, 1 mois qu'il n'y a pas de show de l'extérieur. Ben, c'est au moins 2 semaines et demie, là, tu sais. Alors là, ce qui fait que, étant donné qu'on avait des engagements envers, évidemment, les gens qui se sont inscrits l'an passé, il fallait respecter aussi parce qu'il y a des gens qui partent après ça dans le sud et ainsi de suite. Fait qu'on a dit on va faire quand même. Et là, on s'est retourné vers la salle Louis-Jean Cormier, qui autrefois était la salle de spectacle à cette île. Ben oui. La salle Louis-Jean Cormier. Ça, faut dire, à l'école Manicouté, la polyvalente. On l'a rebaptisé l'an dernier salle Louis-Jean Cormier, mais c'est la même bonne vieille salle qu'on avait avant d'avoir une salle de spectacle. Tout à fait, mais à la scène de il y a certaines commodités de scène scénique. Tout à fait. Écoutez, le cadre de scène, là, il y a 36 pieds. À la salle de spectacle, c'est 39 pieds 6 pouces. Il y a pas grande différence dans le cadre de scène. C'est sûr, dans les dégagements, les loges, c'est différent. Bon, pour ce qui est la hauteur, la grandeur du spectacle, puis tout ça, l'envergure, c'est comme si on serait à la salle de spectacle, parce que on a des décors montés sur des toiles. On comprend, il n'y a pas de porteuse à Manicouté, mais nous, on a acheté des porteuses spécialement pour mettre des toiles. Fait qu'au lieu qu'ils viennent du plafond, ils sont déjà sur les porteuses. Fait qu'il y a des toiles d'une trentaine de pieds sur 12 ou 13 pieds. En même temps, une plus petite salle, hein. C'est plus chaleureux, des fois. On a moins de monde en même temps, 400 places au lieu de 850. Puis les artistes, eux, préfèrent jouer plus souvent aussi. Tu répètes pendant un an. Si tu joues une fois ou deux à la grande salle,
Alors que là, tu peux jouer 4 fois, 6 fois, 8 fois, peut-être pour le même prix. T'sais. Pour rejoindre 5000 personnes, c'est 10 représentations, tandis que dans la grande salle, tu règles ça en 4 soirs. Là. Ouais, Est-ce que la question de la vente de billets, parce qu'avant, on avait des infrastructures avec la salle pour la vente de billets qui facilitait peut-être un peu, là, maintenant, comment qu'on va fonctionner? Bon, là, la vente de billets, pour cette année, c'est comme ça, parce que là, il y a une question de temps et tout ça, puis bon, peut-être que l'an prochain sera différent, mais pour le moment, on vend les billets. Il y a 2 points de vente situés dans les centres d'achat. OK. Donc, on a la librairie Côte-Nord qui vend les billets pour chacun des spectacles, les 4 représentations, et puis aussi la boutique Le Pot-Pourri de Galerie Montagnaise. OK. Dis-moi, Michel, quand même, la salle de spectacle, tu l'as inaugurée. C'est toi qui as fait le spectacle d'ouverture, le Masque d'Or. Je suis tombé là-dessus aujourd'hui. Là. C'était le spectacle d'ouverture de toute nouvelle belle salle de spectacle à cette île. T'avais un attachement pour la salle, là. Ben, je l'ai encore. Je sais qu'au fil des ans, bon, ça n'a pas toujours été facile, les relations avec la direction de la salle. Je parle pas de la personne actuellement en poste nécessairement. Je veux dire, au fil des ans, comme ça. Est-ce que, pour toi, la salle Jean-Marc Dion, tu gardes un souvenir, un peu d'amertume dans ton souvenir de l'expérience ou non? Ça a été... C'est pas ça. On devait changer de salle, on pouvait pas. Pour le moment, c'est ça, là. On dit pas qu'on reviendra pas, c'est comme qu'on est en train de travailler sur le 25e anniversaire aussi, qui va se faire en 2019. Puis on a déjà demandé de geler une date là, la première semaine du mois de juillet 1999 pour faire 2 représentations, puis essayer d'aller chercher les gens qui ont gravité autour du Masque d'Or pendant ces 25 années-là, puis présenter un spectacle là à la mesure de tout ce qu'on a fait dans ces 25 ans-là, en essayant d'aller chercher les artistes aussi professionnels qui sont issus du Masque d'Or. Les Yvan Pedneau, Philippe Touzel, Marie-André Landry, Marc-André Poliquin. Olivier Arsenault, est-ce qu'il est passé par là? Qui? Olivier Arsenault? Qui est dans une troupe de danse maintenant, mais les danseurs, je connais beaucoup, mais je me souviens pas. Ah, c'est ça, mais il y en a beaucoup, c'est ça. Effectivement. Des fois, on en oublie parce qu'il y en a eu beaucoup, justement. D'ailleurs, ces gens-là, on est encore mieux équipés au Masque d'Or pour en développer des artistes de chez nous. Maintenant, depuis quelques années, on a l'école du Masque d'Or. Ça marche bien, Michel, l'école cette année, là? On est en année scolaire, là. Oui, ça va bien. On est en train de travailler sur une belle production aussi. C'est sûr qu'on aimerait avoir plus d'élèves, bien évident. Puis après les fêtes, on va tenter l'expérience d'avoir une classe spécifique pour les 5 et 6 ans, initiation théâtre musical à raison d'1 heure semaine. Puis si on avait au moins 10 à 15 élèves, là, on pourrait partir cette classe-là. Il serait possible même de greffer ces enfants-là au spectacle de fin d'année en avril. Et pour revenir sur votre production principale, on a beaucoup parlé du changement de salle, mais on change carrément de saison aussi, quoi. Le touriste, c'était pas la clientèle du Masque d'Or nécessairement, c'était le monde de cette île qui allait vous voir. Je suis pas prêt à dire ça. En 1997, il faut dire qu'on avait... on était beaucoup plus ambitieux, mais on avait des flyers, excusez l'expression anglaise, mais des dépliants. Des dépliants qui étaient, il y en avait à Québec, à la Maison du tourisme de Québec. J'ai fait du PR, je suis allé dans les salons du tourisme, à Gatineau, Hall, Montréal, avec la corporation touristique de cette île, on payait nos propres frais. Puis tout ça. Il y en avait même à Lacolle, il y en avait au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sur 5400 quelques spectateurs, il y a eu 1800 touristes. Ah, c'est un bon pourcentage. Mais dans les dernières années, le score a descendu beaucoup. Il y a beaucoup moins de touristes qu'il y en avait. Je ne sais pas où on prend les chiffres maintenant, mais moi, là, puis il y avait on a eu des années de 70, 75 autobus qui venaient sur la Côte-Nord. Comment se fait-il qu'on n'est pas capable d'en aller chercher un autobus pour la saison? On en a eu 3, c'est moi qui est allé les chercher, là, tu sais. De la clientèle touristique. Donc, ça devient ardu. Puis pour une petite... On est à but non lucratif. On n'a pas les ressources financières comme les grandes entreprises. On n'est pas là pour faire de l'argent. On est là pour la culture parce qu'on aime une passion qui est la comédie musicale. Et tu vas nous parler un peu du Magicien d'Oz. C'est la prochaine grande production. C'est même une première mondiale francophone, encore une fois. Le Magicien d'Oz. T'as travaillé les textes, quoi. Oui. En fait, c'est pas travailler les textes. C'est que il faut dire que les chansons, ce sont de nouvelles chansons, nouvelles adaptations, tout ça. Puis la question des droits, on va en parler de ça. Avoir les droits des chansons, pas l'œuvre originale de Frank Baum, là, il n'y a pas de droit à payer dessus. Il y a des droits à payer sur les chansons du film. Okay. On nous demandait 8000 quelques cents dollars US. Et il fallait céder nos droits, les droits au complet en version française.
Là, on a dit non. Et puis sans redevance. On a dit, écoutez, si on était anglais, qu'on le jouait en anglais, ça serait quel prix? Ça serait le même prix. Ben, j'ai dit là, c'est parce que vous avez un avantage. Alors là, on a dit, by the book, on va passer à d'autres choses. Et là, ce qu'on a fait, il y avait 4 autres versions qui existaient. Donc, l'histoire est la même, puis elle est très fidèle à l'histoire que Frank Baum a écrit. Les chansons sont superbement belles aussi, une très belle émotion. Puis il faut dire qu'aussi dans le film, il a mis les souliers rouges pour parce que c'est les premiers films en Technicolor. Alors que la version originale, ce sont des souliers d'argent. Mais les chansons sont très très jolies. Les personnages sont tous là. On a un petit chien qui a été dressé particulièrement pour faire Toto. Il répond, il s'en va côté jardin, côté cour quand il doit s'absenter de scène. Parce qu'elle dit, OK, va chercher. Ben, il s'en va, puis alors c'est mignon. Là, on travaille avec ce chien-là. Il est pris en affection, mais il y a tellement d'énergie qu'il faut l'épuiser 15 minutes avant la répétition. Hey, c'est à voir. On a hâte de voir ça, Michel. Oui, je suis sûr qu'il y a encore une bonne distribution. Vos membres honoraires, là, qui chantent depuis et qui dansent depuis des années avec le Masque d'Or sont là. Michel Pelletier sera sur scène, bien sûr. Du 20 au 26 novembre. 20 au 26 novembre. Et les billets, on l'a dit tantôt, c'est Librairie Côte-Nord. Librairie Côte-Nord de Place de Ville et aussi la boutique Le Pot-Pourri des Galeries Montagnaises. Représentation, la première, c'est le dimanche 20 à 2h l'après-midi à la salle, la polyvalente Manécouté, salle Louis-Jean Cormier. Mardi, jeudi 22-24 à 7h30. Et puis la dernière, le samedi 26 novembre à 2h l'après-midi. J'aime ça, on en parle d'avance. Ça nous donne le temps de planifier ces belles sorties avec le Masque d'Or. Michel Pelletier, un gros merci pour ta présence à Côte-Nord Attitude ce midi. Le plaisir est pour moi. La chronique assurance dans quelques instants. Côte-Nord. Attitude. La chronique d'assurance vous est présentée par Accès Conseil Mainguy Gagnon-Rochette, votre cabinet de services financiers et courtier en assurance de dommages par excellence à Sept-Îles, au 493C Avenue Brochu, 88-962-6916. C'est maintenant l'heure de notre chronique assurance. Aujourd'hui, on a plusieurs conseils pratiques pour nos auditeurs. Je suis en compagnie de Guy Duchesne, de Accès Conseil. Bonjour Guy. Allô Jean. Alors Guy, on va parler entre autres de prévention incendie. On le sait, hein, c'est souvent nos systèmes de chauffage au Québec qui causent des incendies. Donc, c'est le temps de s'assurer que tout est conforme, là. C'est en pleine la saison, là, on débute le chauffage, donc assurez-vous que vos systèmes sont en bon état. Lorsqu'on parle de fournaise à l'huile, faites-la vérifier, faites-la nettoyer, assurez-vous que le brûleur est en bon état et qu'il n'y aura pas de problème avec l'utilisation de votre fournaise durant l'hiver. On est mieux de le faire maintenant, pendant qu'on débute le chauffage et qu'il fait pas encore trop froid, que d'avoir un problème en plein mois de janvier avec les gros froids. Assurez-vous également que votre réservoir d'huile est en bon état, qu'il n'y a pas de fuite. Pour ceux qui utilisent le poêle à bois comme chauffage de point, assurez-vous votre cheminée que le poêle est en bon état. Des fois, ça fait plusieurs années qu'on l'utilise. Il peut y avoir des fuites. Les pierres réfractaires sont peut-être sont peut-être plus en bon état. Donc, assurez-vous que tout ça fonctionne bien. Faites-le vérifier par des spécialistes. Ça va éviter des problèmes. Faites ramoner votre cheminée également. Certaines personnes, des fois, négligent de faire ramoner la cheminée. Ils se disent, j'utilise du bon bois, mon bois est sec. C'est important de faire ramoner la cheminée à chaque année si on l'utilise beaucoup ou aux 2 ans si on fait une utilisation moindre de notre poêle à bois. D'ailleurs, il y a des règlements municipaux dans certaines villes. Il y a des obligations, justement, de bien voir au ramonage, de s'assurer de la conformité de ces chauffages d'appoint. Je sais pas si ça existe à la ville de Sept-Îles, mais qu'importe les règlements, je pense que c'est très important pour sa sécurité. Pour sa sécurité et celle des membres de sa famille, c'est important de le faire. Avoir un incendie, c'est jamais très, très intéressant. C'est beaucoup de désagréments. Puis, un autre point que je voulais amener, qui n'est pas vraiment en lien avec les systèmes de chauffage, mais c'est qu'on le vit régulièrement, que ce soit chez nos clients ou dans l'industrie de l'assurance. On a encore une fois un incendie important dans la région de Québec, relié aux fameuses l'utilisation de l'huile à frire. Les gens font des patates frites. Malheureusement, n'utilisent pas une friteuse, utilisent un chaudron qui n'est pas adapté du tout pour subir la chaleur causée par l'huile. Et il y a des incendies qui en sont reliés, soit que les gens partent le rond au maximum, mettent de l'huile là-dedans, vont faire d'autres choses, ils reviennent, mais il est trop tard, l'incendie est débuté. C'est des choses qu'on entend parler beaucoup, qu'on dit les gens doivent faire attention, mais
régulièrement encore des incendies à chaque semaine reliés à l'utilisation de l'huile pour faire des frites. J'en parle ce matin parce que je me dis que si on peut au moins sensibiliser quelques personnes à ça, utiliser une friteuse, c'est beaucoup plus sécuritaire et ça évite vraiment des désagréments. Et il y a le chef pompier à Sept-Îles qui nous sortait des statistiques récemment. Là, il y a aussi beaucoup de problèmes liés aux prises électriques là, où on commence à avoir beaucoup d'appareils, d'ordinateurs, de télévision et tout ça, puis c'est tout branché sur une même couette là, à un moment donné. Ça aussi, c'est à vérifier ces affaires-là. C'est très important, effectivement, de ne pas trop surcharger nos disjoncteurs, nos breakers. Assurez-vous que tout fonctionne comme il faut. Puis lorsqu'on a des signes là que des breakers sautent à l'occasion, ben c'est un bon signe, ça, qu'il y a une surcharge de courant. Faites attention, faites-le vérifier par un électricien afin d'enlever une partie de charge sur ces disjoncteurs-là et les déplacer sur ceux qui seraient moins utilisés. On peut également fermer les disjoncteurs des appareils extérieurs, comme par exemple des thermopompes extérieures, des choses comme ça, donc qui ne sont pas utilisées l'hiver. Fermer les disjoncteurs, c'est plus sécuritaire. Vérifiez vos avertisseurs. Je reviens avec mon cas d'incendie tantôt. Les avertisseurs d'incendie ne fonctionnaient pas également dans la résidence, donc ça aurait pu vraiment avoir des conséquences graves pour les occupants. C'est le temps de les changer. On dit toujours avec le changement d'heure, il faut vérifier nos piles, nos avertisseurs d'incendie. On change d'heure, je pense, en fin de semaine prochaine. Donc c'est le temps de remplacer les piles s'ils sont à pile et assurez-vous qu'ils fonctionnent. De même que de plus en plus, on voit l'utilisation de poêles au gaz. Usage décoratif ou même pour chauffer. Donc, assurez-vous d'avoir un bon détecteur de fuite pendant qu'il y aurait un problème et qu'il y ait une fuite de gaz qui pourrait occasionner de graves maux de santé aux occupants. Oui, même dans les résidences secondaires, on a vu des événements malheureux dans des chalets du côté de Sept-Îles là, où il n'y avait pas d'appareil justement pour mesurer le gaz, ce qui pouvait arriver du côté du gaz. Là. Effectivement. Donc, c'est important de le vérifier. Guy, on est le 1er novembre aujourd'hui. C'est une date qui est inscrite là, sur les permis temporaires. Souvent, c'est le 1er novembre qu'il faut remuser sa voiture, mais il faut aviser les assureurs. On y pense pas toujours à ça. Ben, effectivement, tous ceux qui ont des beaux véhicules d'été, là, c'est une grosse journée. Normalement, le 31 octobre, ils vont remiser le véhicule pour pas avoir à payer un mois supplémentaire d'immatriculation à la SAAQ. Donc, n'oubliez pas d'aviser votre assureur que votre véhicule est remisé afin que les protections soient ajustées en conséquence. Et ça va jusqu'au 1er mai. Il n'y a personne qui va se promener en décapotable ouverte là, dans les prochains jours à Sept-Îles, c'est clair. Je pense qu'on va pas juste à Sept-Îles, genre. On va dire qu'à l'endroit de la province, c'est pas mal comme ça. Partout au Québec, oui, c'est la même date d'ailleurs partout. Il y a aussi des gens qui voyagent. Hein. On pense à nos snowbirds qui s'en vont peut-être pour quelques mois vers le sud. Mais il y a des gens qui y vont moins longtemps puis qui pensent pas toujours à leur protection assurance. Effectivement, Jean, les gens qui vont partir bientôt en voyage pour une semaine ou deux dans le sud, des fois, ils oublient la portion assurance voyage. Ils disent, soit qu'ils prennent une chance, ou ils se disent tout simplement, je suis en santé, je n'ai pas besoin, ou ils pensent tout simplement pas. Souvent, ils vont avoir de très mauvaises surprises à devenir une bad luck, que ça soit pas nécessairement un problème de santé, une crise de cœur ou quelque chose comme ça, mais tout simplement un avarie qui se casse une jambe, qui se foule une cheville et qui doivent consulter un médecin durant leur voyage. Ça occasionne des frais, dans bien des cas, faramineux. Et il y en a qui ont vraiment eu des mauvaises surprises. Donc, prenez le temps de magasiner une assurance voyage avant votre départ pour éviter tous ces inconvénients-là. Et bien entendu, ceux qui partent pour plusieurs mois, souvent sont plus sensibilisés. Ils pensent avant de partir, mais pas oublier de le faire également. Bon, ben c'est plein de bons conseils intéressants, justement, associés à la saison d'automne. On n'a pas encore vu la première neige. On n'a pas commencé à conduire nos véhicules en hiver. Beaucoup de gens ont déjà changé le pneu. Ce sera peut-être un sujet, finalement, la conduite hivernale, la préparation de nos maisons l'hiver pour une prochaine chronique. Guy, c'est la saison aussi, hein? Ah, ben ça sera un bon sujet pour la prochaine fois, Jean. Eh bien, un gros merci pour cette chronique assurance, Guy Duchesne. On peut toujours vous rejoindre facilement, là, Accès Conseil. Vous avez des bureaux bien en vue à Sept-Îles. Sur 493 rue Brochu, au 962-6916. Un gros merci, Guy, pour cette chronique assurance. Merci, Jean, et bonne journée. La chronique d'assurance vous a été présentée par Accès Conseil Guy Gagnon Rochette Assurance. Vous avez des interrogations? Faites-nous-les parvenir à info@commercialpurefm.com. Il nous fera plaisir d'y répondre dans cette chronique. Pour tous vos besoins, Accès Conseil Guy Gagnon Rochette Assurance. 493C Avenue Brochu. 88 962 6916.
Ben Tommy, voilà une autre émission chargée d'actualité Côte-Nord-Attitude qui se complète. Puis les deux, on a notre manteau sur le dos parce qu'on a de l'actualité encore à couvrir. Oui, on s'en va à une conférence de presse de la Nation Innu concernant le projet d'éolien du côté de Pentecôte. On aura certainement des détails en fin de journée. On vous souhaite une excellente fin de journée. Restez à l'écoute du FM 94. Au revoir tout le monde.